Fait que bienvenue à cette première session. En fait, c'est pas la première session, on a fait ça il y a super longtemps dans l'ancien gym de CrossFit Laval Université où est-ce qu'on prend un sujet, puis on en parle, puis après ça vous permet de poser des questions. Fait que j'ai mon assistant en arrière, si vous avez des questions, posez-les, il va les écrire sur un tableau pour pouvoir me les montrer. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Aussi, si jamais vous avez aimé ça et vous voulez le réécouter, je vais le mettre sur le F5 podcast. C'est pour ça que j'ai un micro pour enregistrer le son. Comme ça, toute l'information sera disponible. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être le livre Obesity Code de Dr. Jason Fung. Fait que c'est rien que j'ai inventé. Si ça vous intéresse, lisez le livre. Dr. Jason Fung, qui est un docteur de Toronto, un Canadien, expert, c'est un néphrologue, fait que pour les reins. Dans sa pratique, il parle beaucoup de comment traiter naturellement le diabète de type 2 et ça l'a amené à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'obésité. Donc, c'est la première chose dont il parle dans son livre et c'est la première chose aussi qui m'a un peu frappé. Parce que la plupart d'entre nous, on sait que, on pense savoir en fait que c'est simple. C'est si on veut être moins gros, si on veut être plus en santé, il suffit de manger moins puis bouger plus. Puis en fait, il nous explique. Puis ça a été un peu un choc sur moi que peu importe la quantité d'activité physique qu'on fait, peu importe la quantité de nourriture qu'on coupe, ça ne réglera pas du tout le problème d'obésité et maladies chroniques. En fait, la première chose à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on mange trop puis qu'on ne bouge pas assez qu'on devient gros ou qu'on ne devient pas en santé. C'est parce qu'on est gros qu'on finit par trop manger et plus vouloir bouger. Donc, je vais vous en parler dans le fond, c'est pas une cause, c'est une conséquence d'être gros qu'on mange trop et qu'on ne bouge pas assez. Donc, la première chose à regarder, c'est le bon vieux calorie in, calorie out. Et ça, il nous explique que c'est peut-être le plus gros fiasco, la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est de penser que le calorie out, fait que la dépense énergétique, va tout le temps être constante. Fait que si je joue sur le in, les diètes traditionnelles, fait que si on regarde les Calorie Restriction Diet, qui est la diète traditionnelle où est-ce qu'on va dire, c'est facile, coupe un petit peu à tous les jours, puis tu vas finir par maigrir. On y reviendra plus tard que toutes les diètes fonctionnent à un moment ou à un autre. Après, c'est dans la longévité de la diète que ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, si on parle du calorie in, calorie out, le problème, c'est que le calorie out n'est pas constant. Fait que ça revient à dire que si on change ce qu'on mange, notre corps va changer le output, va changer l'énergie qu'on a de disponible. Donc, c'est ce qui se passe. Si une journée, je mange un peu moins, mon corps va décider pour rester à l'homéostasie, je l'ai lu en anglais le livre, donc pour rester à l'homéostasie, de rester à l'équilibre, il va dire on a moins eu de calories qui sont rentrées, fait que je vais dépenser moins. Puis plus ça dure, plus on s'accoutume à dépenser de moins en moins d'énergie. Ce qui est, si vous l'avez déjà essayé, parce que tout le monde a déjà essayé de manger moins pour maigrir un peu ou être plus en santé, on devient fatigué, on a du mal à se concentrer, puis on a froid. Parce que c'est les trois choses que notre corps décide de couper avant de couper la circulation sanguine, avant de couper le fait que notre cœur bat, avant de couper le fait qu'on est capable de vivre, puis que notre cerveau a assez de fonctions pour pouvoir maintenir notre organisme en vie. Mais on coupe tout le reste qui n'est pas vital. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que ce n'est pas en mangeant moins qu'on va nécessairement perdre du poids ou être plus en santé. La deuxième chose aussi, c'est avec l'exercice physique. On a tendance à dire, fais la même chose, mais dépense plus. C'est là aussi le problème, parce que si on voit que le out peut bouger, notre corps va aussi s'adapter. Si on a beaucoup de dépenses énergétiques, vous l'avez sûrement déjà essayé, de un, on a plus faim, fait qu'on risque de le remanger. De deux, si on se force à ne pas manger et qu'on fait de l'activité physique, notre corps, on va tout le temps avoir froid. On va tout le temps avoir du mal à se concentrer. Notre corps va couper ailleurs. Même le corps s'adapte tellement bien que vous pouvez aller regarder, il parle d'études de Maasai, exemple, qui marchent 10, 15, 20 000 par jour pour pouvoir juste survivre parce que c'est leur mode de vie traditionnel et qui ne dépensent pas plus de calories que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Fait que c'est assez impressionnant ça. Donc, si ce n'est pas de réduire les calories qui va nous aider à être plus en santé, si ce n'est pas de bouger plus qui va nous aider à maintenir notre poids, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse? La première chose à comprendre, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi qui nous rend gros. Puis un des gros joueurs là-dedans, c'est l'insuline. Okay? Ce n'est pas le fait qu'on mange trop, ce n'est pas le fait qu'on ne bouge pas assez,
Ça, en fait, si vous venez de comprendre ce que j'ai dit, on ne bouge pas assez parce que quand on mange, quand on essaie de se restreindre, ben, on n'a plus d'énergie, fait qu'on ne veut pas bouger, fait qu'on pense qu'on est lazy, mais on ne l'est pas. Puis, quand on coupe la nourriture, notre corps s'adapte. Puis là, en bon vieux, tout le monde le sait, là, les diètes yo-yo, son corps se venge. Pas qu'il se venge, c'est que notre métabolisme de base baisse tellement qu'après ça, ben, on finit par reprendre le poids, même en continuant notre diète. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre entourage et même nous-mêmes, on commence à douter de notre force mentale. On dit, ah, il s'est laissé aller. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. Ce que Dr. Jason Fung nous explique, c'est que l'insuline, dans le fond, a un gros rôle dans notre corps. L'insuline, un peu, ça nous aide à régler le thermostat de notre corps qui règle en fait le poids que notre corps va fighter, va se battre vraiment fort pour rester. Dans le fond, c'est ça qu'il s'est rendu compte, c'est que si quelqu'un fait mon poids, moi je fais 185 livres, puis on le force à trop manger, c'est sûr qu'il va prendre un petit peu de poids, c'est certain. Mais même si on me force à prendre 6 000, 10 000 calories par jour, je vais prendre beaucoup moins de poids que le nombre de calories que j'ai ingérées. Pourquoi? Parce que mon métabolisme de base va jacker dans le tapis et va consommer jusqu'à 500 calories de plus par jour en chaleur. Fait que là, je vais me mettre à surchauffer en énergie pour essayer de maintenir mon poids. Mais ça se peut que je prenne 20 livres, exemple. Dès que je vais remanger normalement, mon corps va revenir à son poids. Puis c'est exactement le même phénomène qu'on voit avec les gens qui font de l'embonpoint. C'est que quelqu'un qui pèse 225 livres et qui se force à moins manger, puis pendant un an arrive à baisser à 200 livres, qu'est-ce qui se passe? Dès que son corps peut, il retourne au poids où est-ce que c'est dans l'hypothalamus d'ailleurs, où est-ce que son poids a été seté par son corps. Fait que ça, comment est-ce qu'on fait? Dans le fond, au lieu de penser à manger moins puis bouger plus, il faut penser à régler son thermostat interne de notre nouveau poids idéal. Parce que notre corps, après, il va mettre en œuvre tout ce qu'il peut pour essayer de rester à ce poids-là. Donc, l'insuline. C'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est une hormone. Une hormone, en fond, c'est comme un messager ou une clé de serrure. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on mange, puis que notre sucre sanguin augmente, fait qu'on a mangé, à peu près tout fait monter l'insuline. Mais qu'est-ce qui fait monter l'insuline plus? C'est sûr, le sucre, les glucides très raffinés. Mais détrompez-vous, les protéines aussi lèvent l'insuline et même le gras. Sauf qu'en ordre d'importance, on va avoir le sucre et glucides raffinés, c'est ce qui monte le plus l'insuline. Après ça, il y a les autres glucides. Après ça, il y a les protéines. Puis en dernier lieu, il y a les gras. Fait que les gras seraient le macronutriment qui agit le moins sur l'insuline. Mais donc, si on parle des gros joueurs qui agissent sur l'insuline, puis pourquoi est-ce que l'insuline est sécrétée? Donc, l'insuline va être sécrétée parce qu'on vient de manger, exemple, un bol de céréales. Fait qu'on a mangé beaucoup de glucides. Le sucre sanguin monte, puis l'insuline, c'est comme une clé qui s'en va ouvrir les cellules pour que le sucre puisse rentrer dans les cellules. Quand on est en santé, on n'a pas besoin de beaucoup d'insuline. On sécrète juste un tout petit peu d'insuline. Puis nos cellules sont sensibles à l'insuline, fait qu'ils répondent très vite à ça. Boum, on enlève le sucre sanguin, puis l'insuline rebaisse. Voyez-le un peu de la même façon que quand la maison est très, 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 très calme, si on entend un tout petit bruit pendant qu'on est en train de dormir, ça nous réveille. Tandis que si, on l'a tous déjà vu, si vous avez eu des enfants ou même vous, que vous êtes très fatigué, puis il y a un party, puis vous décidez genre d'aller dans un coin puis de faire un somme, il y a énormément de bruit ambiant, votre corps l'inhibe, puis vous arrivez à vous endormir quand même. Fait que dans le corps de quelqu'un qui fonctionne vraiment bien, c'est comme si c'était très, 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 très calme au niveau hormonal. Il y a un tout petit peu d'insuline, boum, ça fait sa job, le sucre rentre dans la cellule. Maintenant, le problème, c'est que si on sécrète tout le temps de l'insuline, ça fait un peu comme le brouhaha du party. Le corps s'y habitue, puis il a besoin d'avoir un encore plus gros bruit pour qu'on soit capable de voir la différence. Ou à la rigueur, il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de bruit pour qu'on voit la différence. Fait que le corps s'adapte à tout. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il s'adapte à son poids, s'adapte à la nouvelle diète qu'on lui fait et s'adapte aussi au niveau hormonal. Fait que l'insuline est sécrétée, ça laisse rentrer le sucre dans les cellules. Si ça fonctionne bien, ça nous permet d'utiliser cette énergie-là, exemple en glycogène, ça aurait été si on stocke dans le foie et les muscles le sucre sanguin qu'on aurait. Puis si ces réserves-là sont trop remplies, bien, ça s'en va en gras. Puis si notre corps fonctionne bien, bien, pendant le moment où est-ce qu'on va jeûner, exemple pendant la nuit, c'est pour ça qu'on ne meurt pas dans son sommeil, on va pouvoir réutiliser le glycogène, on va pouvoir réutiliser nos gras. Ou si on est pendant le coronavirus puis qu'on a oublié d'aller à l'épicerie puis qu'on est en quarantaine, bien, on serait capable de fonctionner facile, toutes nous autres, un mois sans manger. Là. Fait que c'est grâce à ce phénomène-là, c'est à cause de ce phénomène-là qu'on veut
stocker tout le temps. Notre corps veut stocker pour si à un moment on n'a pas assez à manger. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'insuline est tout le temps élevée, on rentre en stockage constant. Puis si on rentre en stockage constant, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les autres hormones, comme le glucagon, qui nous permet de mobiliser l'énergie de nos gras ou même de notre foie, donc de recréer du sucre sanguin, ben, ne peuvent pas être sécrétés. Fait que ça veut dire que notre corps, il y a tout le temps de l'insuline, parce qu'on est tout le temps en train de manger, tout le temps en train de manger des sucres. On en parlera, on est peut-être tout le temps stressé, on dort peut-être pas bien. Tous ces phénomènes-là font que notre insuline est élevée, ce qui fait qu'on ne peut plus accéder à notre gras. Ce qui fait que quand on est en embonpoint ou quand on est malade, on a faim pour vrai. Parce qu'en fait, nos cellules sont tout le temps en train de stocker et ne peuvent jamais aller chercher l'énergie qu'il y a dans les gras. Ils sont tout le temps sur le glycogène. Si vous pouvez faire le test, si vous mangez un énorme bol de popcorn, même si vous mangez toutes les calories que vous avez besoin dans votre journée, 1 heure après, vous avez faim. La même chose avec des chips. La même chose, genre avec des céréales, on a faim tout de suite après. Alors qu'on a mangé assez de calories pour survivre, mais notre insuline est élevée et elle nous empêche d'aller chercher de l'énergie dans les gras. À l'opposé, des fois, on saute un repas, on se rappelle le soir, genre, oh, hey, j'ai pas mangé aujourd'hui, puis on s'est bien senti. Ou on a mangé genre un petit bout un œuf ou un œuf, un bacon juste le matin, puis on se rend compte le soir qu'on n'a pas mangé. Ça n'avait pas monté notre insuline, ça nous a permis de continuer à utiliser nos gras. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a comme une famine interne qui s'installe dans notre corps. C'est que nos cellules, elles sont en train de stocker, puis rapidement, elles n'ont plus de sucre à stocker. Rapidement, elles ont faim. Mais comme l'insuline est élevée, puis qu'on ne peut pas utiliser nos gras, bien, ça envoie un signal de faim et ça fait qu'on veut encore manger quelque chose de sucré. Puis c'est ce qui fait qu'on finit par tout le temps manger, puis on pense qu'on n'a pas de discipline mentale. Mais c'est très difficile d'aller contre ce que notre physiologie veut qu'on fasse. C'est de ça dont Dr. Jason Fung parle beaucoup. C'est pas une question de force mentale, c'est une question de manger les bonnes choses pour être capable de bien fonctionner. Fait que ça, c'est l'insuline. Tout le monde commence à comprendre que l'insuline est un problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter les sucres. C'est pour ça qu'on fait la guerre aux glucides. Sauf que Dr. Jason Fung en parle beaucoup avec le fait que c'est multifactoriel. Il faut faire attention quand on simplifie trop quelque chose de complexe. Puis j'ai définitivement été victime de ça plusieurs fois, au niveau que moi-même, j'ai souvent essayé de simplifier pour que les gens comprennent. Puis on finit par oublier beaucoup de facteurs. Exemple, on va dire, la seule chose qui est dangereuse, c'est les sucres. Mais le problème, c'est que seulement 23% de notre insuline est sécrétée en réponse à notre sucre sanguin. Donc, ce qu'on mange. Après ça, il y en a 10%, c'est les protéines et les gras. Puis après ça, le 63% qui reste, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Il y a des choses comme le stress. Si on est stressé pendant très longtemps, puis que notre cortisol augmente, notre cortisol, lui, il dit à nos cellules de sortir le glucose de nos cellules, parce que c'est l'hormone de stress. Il faut qu'on soit prêt à fonctionner, il faut qu'on soit prêt à faire face à la menace, il faut qu'on soit prêt à être capable de survivre. Mais le problème, c'est que si on est stressé de façon chronique, on est tout le temps en train de libérer du sucre sanguin. Qu'est-ce que ça fait? Ça monte notre insuline. C'est le même principe avec le sommeil. Ils se rendent compte que les gens qui ne dorment pas assez, leur insuline est élevée. C'est le même principe avec le timing de nos repas. Même si on mange parfaitement, si on commence à manger de 6 heures du matin à minuit le soir, puis qu'à chaque heure, on prend un petit snack santé, même si c'est santé, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre insuline, elle monte, puis elle ne redescend jamais au complet. Elle est tout le temps en train de monter, descendre, mais il y a tout le temps de l'insuline dans notre corps. Donc ça devient problématique aussi. Fait que c'est multifactoriel. On peut parler des nourritures transformées. Oui, toutes les nourritures transformées, même les protéines, même les gras, ça va monter notre insuline. Mais il faut faire attention de regarder dans son style de vie, c'est quoi la première chose qu'il faudrait qu'on attaque? Est-ce que c'est le sucre? Si oui, c'est le sucre comment? Est-ce que c'est le sucre ajouté dans mes aliments ou c'est le sucre qui vient des boissons gazeuses, par exemple, que je bois? Est-ce que c'est les faux sucres? Parce que les faux sucres sont encore pires que le sucre normal parce que ça fait un trick sur notre cerveau. C'est encore plus sucré, fait qu'on génère encore plus d'insuline.
Et comme c'est un goût extrêmement sucré, ça nous empêche de sevrer du sucre en fait. On reste dépendant au sucre puis on va aller chercher des choses sucrées dans le reste de notre alimentation. Ils ont fait des études là-dessus. Les gens qui prennent des Coke diète par exemple finissent par ingérer beaucoup plus de sucre ajouté dans le reste de la journée que quelqu'un qui n'en prend pas parce qu'il reste addict au sucre. Donc ça, considérez ça comme du sucre. Mais est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est le fait que vous ne pouvez pas dormir? Est-ce que c'est votre stress? Est-ce que c'est le fait que vos aliments sont tout le temps transformés parce que vous mangez toujours au restaurant? Fait qu'il faut regarder c'est quoi qui joue le plus sur votre insuline, puis ce serait la première chose à attaquer. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Puis la plupart des diètes maintenant font ça. Si on parle de zone, si on parle de paléo, si on parle même de macro, est-ce qu'on mesure, si on parle d'à peu près toutes les diètes, c'est de contrôler l'insuline, de réduire la sécrétion d'insuline. Mais encore une fois, il ne faut pas trop simplifier les choses. Il y a quelque chose qui ne monte pas notre insuline. Ça s'appelle le fructose, comme le sirop de maïs, exemple, c'est principalement du fructose. Le sucre de table, c'est 50% fructose, 50% saccharose. Puis le fructose, si je donne du fructose pur à quelqu'un, bien, ça ne monte pas son insuline. C'est un indice glycémique nul. Sauf que c'est extrêmement dangereux parce que ça peut juste être métabolisé par son foie. C'est comme l'alcool. Fait que ça veut dire que qu'est-ce que ça fait? Ça ne monte pas l'insuline, fait qu'on se dit « Ah, on est correct ». Ça s'en va dans le foie, ça surcharge le foie. Au lieu de recevoir un coup sur tout le corps, c'est comme si on prenait un marteau avec une aiguille puis on frappait juste sur le foie. Fait que ça surcharge notre foie, de la même façon qu'un alcoolique surcharge son foie. Puis si on le fait une fois de temps en temps, ce n'est pas un problème, mais si on a une grande consommation de fructose, ça s'en va dans notre foie. Le foie est obligé de le stocker autour des organes. Notre foie est constamment plein de sucre. Et quand on mange un sucre normal, on ne parle même pas de sucre ajouté, là, un glucide, fait qu'une pomme. Quand on mange, où est-ce qu'il y a du fructose, oui. Si on mange genre un bout de pain, si on mange genre du riz, si on mange une patate douce, bien, le fait que notre insuline va essayer de faire rentrer du sucre dans notre foie, le foie est tellement gorgé de sucre qu'il va essayer de le rejeter, ce qui fait qu'on se met à sécréter encore plus d'insuline pour empêcher le rejet. Fait que le fructose cause un autre problème, qui est le problème à long terme. Le fructose, ça incite beaucoup notre corps à être résistant à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire être résistant à l'insuline? Ça veut dire qu'on sécrète tout le temps de l'insuline. C'est un peu comme on s'en va tout le temps au soleil. Fait que notre peau devient de plus en plus résistante. On a besoin de plus en plus de soleil pour pouvoir faire le même effet. Au début, la résistance à l'insuline ou la pré-résistance à l'insuline, c'est exactement ça. C'est qu'au début, si on a une unité d'insuline qui fait rentrer 2 unités de glucose dans les cellules. Ça, c'est quelqu'un qui est sensible à l'insuline. Puis, ce n'est pas des vrais chiffres, c'est juste pour vous montrer. Quand on commence à devenir résistant à l'insuline, c'est qu'on a besoin, une unité va juste faire rentrer d'insuline, va juste faire rentrer une unité de sucre. Fait qu'on a besoin de 2 unités. Fait que tout d'un coup, on a besoin de 2 fois plus d'insuline pour faire rentrer le sucre dans la cellule. Pourquoi? C'est parce que la clé se met à mal marcher. Fait que la porte, elle reste entrouverte. Elle ouvre moins bien. On devient résistant à ça. De la même façon que ce dont je vous ai parlé tantôt, c'est si on s'endort avec du bruit, on devient résistant au bruit. Le bruit ne nous réveille plus. Il faudrait qu'il y ait un gros changement dans le bruit. Quel genre de changement pour nous réveiller? Il faudrait que le bruit y augmente. Okay? Donc, quand on devient résistant à l'insuline, c'est vraiment problématique. Quand on devient résistant à l'insuline, je vais dire, c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que des choses qu'on pensait qui étaient bonnes commencent à nous faire sécréter encore plus d'insuline. On sait que l'insuline, c'est la cause de l'obésité. On sait que l'insuline, c'est la cause de nos maladies chroniques. Puis là, tout d'un coup, on force notre corps quand on mange une patate douce, mettons, ou du riz brun. Fait qu'on va dire des glucides qui sont santé pour nous. Mais au lieu d'avoir une petite réaction d'insuline, on a une grosse réaction de l'insuline. Fait que cette bonne bouffe-là continue à nous rendre encore plus gros, continue à nous rendre encore plus malades. Et là, c'est là le vraiment gros problème aussi, c'est que c'est un peu comme la pièce du puzzle qui manque, c'est que c'est pour ça que plus longtemps ça fait qu'on est gros, plus longtemps ça fait qu'on est malade, plus ça va être extrêmement difficile, il va falloir que ce soit drastique pour redevenir à un poids santé ou en santé. Pourquoi? Parce qu'on est résistant à l'insuline. C'est pour ça que si moi je mange, exemple, une patate douce, puis si quelqu'un qui est résistant à l'insuline mange une patate douce, on n'aura pas le même effet à la même quantité de bouffe, avec le même ingrédient. Ce ne sera pas la même chose dans notre corps. Moi, je vais avoir, exemple, 1 ou 2 unités d'insuline qui va être sécrétée, l'autre va en avoir 10. L'autre va prendre du poids,
L'autre va continuer à avoir des choses comme des intolérances au glucose, l'hypertension, l'hypertriglycéridémie, tout ce que Norman Kaplan en 1989 nous a parlé que l'hyperinsulinémie fait. Dans le fond, les précurseurs de toutes les maladies chroniques qu'on a, la plupart des cancers, l'Alzheimer, les maladies cardiaques, diabète de type 2, you name it. Donc, c'est ça qui devient vraiment problématique. On ne veut pas se rendre à être résistant à l'insuline. Puis si on est résistant à l'insuline, il faut le savoir, puis il faut se considérer comme malade. Il faut se considérer comme malade ou en voie de devenir malade. Fait que ça veut dire que les prises de décision vont devoir être un petit peu plus drastiques. Oui, pour certaines personnes, on dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Ah, c'est vraiment bien, il faut qu'on puisse manger un gâteau pour l'anniversaire de ci, il faut qu'on puisse, faut pas se priver trop, il faut qu'on se garde. Ça, c'est clair. Mais quelqu'un qui essaye de battre sa résistance à l'insuline et redevenir sensible à l'insuline, c'est là qu'il va falloir être drastique. Où est-ce que l'effort physique a rapport là-dedans? Parce que là, peut-être que vous vous demandez, ben alors pourquoi est-ce que je m'entraîne si Matt dit que ça ne sert à rien de s'entraîner pour augmenter sa dépense calorique? Bien, l'exercice physique, d'ailleurs, ça, ils en parlent dans le livre, mais il y en a aussi beaucoup sur CrossFit.com. L'exercice physique, en fait, ce que ça fait, il ne faut pas le voir comme une augmentation de la dépense calorique, même si c'en est une. Mais comme on l'a vu, ce n'est pas ça qui joue un gros rôle. Mais l'exercice physique, ce que ça fait, c'est que sur tous nos muscles squelettiques, ça réaugmente la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que ça nous rend en santé, que ça nous permet d'avoir le poids qu'on veut, puis ça nous permet aussi d'éloigner les maladies chroniques. Fait que ça recette la sensibilité à l'insuline sur les muscles squelettiques. Après ça, il y a 3 endroits, dans le fond, qui ont des sensibilités à l'insuline différentes. Il y a le cerveau, il y a le foie et il y a tous nos muscles. Donc, ça joue sur un gros organe, comme si on voyait, parce que c'est plus qu'un, mais c'est tous nos muscles. Fait que le but de s'entraîner, dans le fond, c'est de s'éloigner de potentiellement aller à l'hyperinsulinémie. C'est de nous aider à garder, dans le fond, notre thermostat sur un poids qui est santé. Puis après ça, il faut utiliser ce qu'on mange pour être capable de resetter, dans le fond, ce que notre corps veut atteindre. Juste avant qu'on parle un petit peu de quoi manger, quand manger, il parle aussi du fat phobia. Il faut faire vraiment attention parce qu'on s'est fait dire pendant très, très, très longtemps que le gras, c'était le problème. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est fait dire « Attention, c'est problématique. Le gras, ça nous donne des maladies cardiaques. » Ça vient d'où? Ça vient premièrement du fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'espérance de vie a fait ça. On est passé de... Tous les experts sont un peu différents. Les chiffres que j'ai vus, c'est entre 29 ans, 23 et 33 ans avant la Première Guerre mondiale d'espérance de vie, dépendamment c'est où que vous étiez, à au-dessus de 60 ans. Donc, on a doublé l'espérance de vie. Donc, tout d'un coup, on a commencé à avoir des maladies qui avant étaient plus rares, qui commencent à arriver, dont les crises cardiaques. On s'est dit, hey, il y a une épidémie de crise cardiaque. Peut-être que ce n'était pas une épidémie, peut-être que c'était juste le fait que les gens vivaient beaucoup plus vieux et donc il y a beaucoup plus de chances. Plus on vieillit, plus on a les chances d'avoir des crises cardiaques. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a commencé à manger beaucoup plus de viande et donc avec la viande, beaucoup plus de gras animal après la Deuxième Guerre mondiale puisque le rationnement était terminé. En même temps aussi, on a commencé à baisser notre consommation de glucides. On a commencé à tous vivre dans des villes, puis on a arrêté de manger des légumes du jardin. Fait qu'on a tout baissé notre consommation de glucides et les maladies cardiaques ont augmenté. Donc, on s'est dit, c'est quoi qu'on a fait? On a baissé les glucides, on a augmenté les protéines et les gras. C'est les gras, les méchants. Mais ce qu'on ne s'est pas aperçu, parce que dans ce temps-là, on ne faisait pas la différence entre les glucides. A calorie is a calorie. On disait tout le temps, une calorie, c'est une calorie. Puis on ne s'est pas aperçu que malgré le fait qu'on a baissé la quantité de glucides, on a augmenté drastiquement la quantité de sucre raffiné qu'on a commencé à ajouter dans toutes les préparations. Ça a été aussi le début des fast-foods, mais surtout la quantité de sucre. On est passé de moyenne comme 20 livres de sucre ajoutés par année en pré-guerre dans la plupart des endroits au Canada. À genre maintenant, on est au-dessus de 80, si ce n'est pas 100 livres de sucre ajouté. Aux États-Unis, on est à 157 livres de sucre ajouté par année, par habitant, en moyenne. Fait qu'imaginez ceux qui font monter la moyenne si vous la faites descendre. Fait que ça a été énorme, mais on ne s'en est pas aperçu. C'était pas parce qu'on voulait mal faire, c'est parce qu'on ne savait pas à ce moment-là. Donc là, on a commencé à taper sur les doigts des gras. Puis qu'est-ce que ça a fait? On a commencé à essayer de contrôler les gras. En même temps, on a commencé à trouver des choses comme le cholestérol, être capable de mesurer le cholestérol. Et c'est là que le fiasco des cholestérols a embarqué. Si vous voulez, il y a plein de livres là-dessus. Dr. Jason Fung en parle un tout petit peu, mais il y a le cholesterol myth aussi.
que je peux mettre en lien si ça vous intéresse, où est-ce que dans le fond, c'est pas corrélé avec les maladies cardiaques. Il ne faut pas s'inquiéter du cholestérol. Puis le pire qu'il y a eu, c'était l'étude des 7 pays, Seven Country Study de Keith, où est-ce que dans le fond, ils ont manipulé le data parce qu'ils étaient tellement convaincus que c'était ça. Ils ont pris 20 pays, ils ont gardé juste 7 pays pour montrer que dans ces 7 pays-là, plus on consommait de gras, plus il y avait de crise cardiaque. Sauf que si on prend les 20 pays, il n'y a aucune corrélation. Puis on s'est tout basé là-dessus. C'est la première fois aussi dans l'histoire, puis c'est les États-Unis qui ont commencé avec ça, où est-ce que le gouvernement a commencé à donner des recommandations de qu'est-ce que la population devait manger. La première recommandation qu'ils ont dit, c'est de couper le plus possible les gras puis d'augmenter les glucides. Puis on sait où est-ce que ça nous a amené. Il y a de plus en plus de maladies chroniques, il y a de plus en plus d'obésité. C'est un rythme alarmant. Surtout le diabète de type 2, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr, vous n'avez pas besoin de me croire. Tous les livres que je lis, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'ils disent, vous n'avez pas besoin de nous croire, voici les références. Faites-vous une opinion. Sauf que je vous le dis, au moins, faites-vous challenger un peu par le fait que les gras, c'est pas mauvais. Il y a des gras qui sont mauvais, comme les gras trans. Les gras qu'on utilise pour la conservation des biscuits Leclerc, exemple, là, ça, c'est pas bon. C'est clair. Sauf qu'un avocat, c'est bon. De l'huile d'olive, c'est bon. Du beurre, c'est excellent. Regardez, lisez sur les produits laitiers et les gras. Maintenant, on est en train de s'apercevoir que les gras laitiers, c'est un facteur de protection contre le diabète de type 2. Fait que prenez pas ma parole pour, faites juste aller le lire et remarquez qu'il faut faire super attention. Pourquoi? Parce que si on a peur des gras, bien, il va falloir qu'on mange quand même. Puis par quoi est-ce qu'on va remplacer les gras? Principalement par des glucides, parce qu'on dit qu'il ne faut pas manger trop de protéines. C'est vrai, il faut un apport modéré. Fait que si on mange moins de gras, d'où viennent les calories? De plus de glucides. Si on a plus de glucides, qu'est-ce qui se passe? Plus d'insuline. Maintenant, quoi manger et quand? Il faut s'apercevoir qu'il n'y a pas un one size fit all. On est capable de trouver des tribus qui mangent presque juste des glucides, mais comme c'est des aliments qui sont zéro transformés, comme des racines, des baies, si on regarde la nourriture chinoise avant la révolution industrielle, ils mangeaient énormément de glucides, les Japonais aussi, puis ils n'avaient pas de problème. Pourquoi? Parce que c'était non transformé. Quand c'est non transformé, c'est déjà très bien. Par contre, on est capable de savoir maintenant que dans le pays où est-ce qu'on vit, tout a été un peu transformé, même ça a été génétiquement modifié, le blé qu'on prend maintenant n'est plus du tout pareil que le blé qu'il y avait au début du siècle. Fait que c'est de là que vient le problème. Mais il ne faut pas non plus virer fou, parce que comme je vous dis, il y a des gens qui mangent juste des glucides pas transformés, qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas d'incidence de maladie cardiaque, qui n'ont pas d'incidence de cancer élevé. Après, on peut regarder à l'opposé. Il y a des tribus comme, exemple, les Inuits, qui avant fonctionnaient extrêmement bien avec quelques racines, puis le reste du temps, c'était principalement du gras de phoque puis du gibier. Donc, ils fonctionnaient très bien, il n'y avait pas de problème de scorbut. Les scientifiques qui sont allés les étudier avant qu'on cause des problèmes avec nos Amérindiens, Inuits et compagnie. Là. Donc, avant ça, quand ils vivaient en harmonie, ils sont restés pendant plus de 10 ans avec eux. Ce n'était pas quelque chose de génétique parce que les scientifiques eux-mêmes mangeaient la même chose que ces Inuits-là et n'avaient pas de problème. Fait qu'on peut regarder aux deux spectres, puis il ne faut pas devenir extrême. Je suis souvent pour l'équilibre. Le truc, par contre, qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui jack mon insuline. C'est ça qu'il faut regarder. Fait qu'il faut essayer de manger le moins transformé possible. Après, quand on demande, mais combien de sucre est-ce que c'est correct de prendre? Bien, je vais répondre la même chose. Combien de cigarettes est-ce que c'est correct de fumer par jour? Idéalement, 0. Si vous êtes capable d'en fumer une, ben oui, correct, si ça vous rend heureux. La plupart des gens ne sont pas capables. Fait que c'est la même chose avec le sucre. Idéalement, c'est 0 sucre ajouté. Ben, si vous êtes invité à un anniversaire, let's go. On en parlera de toute façon sur quand manger. C'est important d'être capable de vivre aussi. Mais sauf qu'il ne faut pas commencer à se dire que c'est nécessairement nécessaire. Faites encore des recherches là-dessus. Il existe des acides gras essentiels, des acides aminés essentiels. Fait qu'acides gras, dans le fond, c'est des gras qu'on ne peut pas, quand c'est essentiel, on ne peut pas nous les métaboliser nous-mêmes ou les créer nous-mêmes. On est obligé de les prendre dans notre nourriture. Comme exemple, les oméga 3, DHA, EPA. On a ça aussi pour les protéines.
On a des acides aminés, c'est des protéines, essentiels. On ne peut pas les faire. Donc ça, c'est exemple, les produits animaux. Certains produits végétaux, est-ce qu'on est capable de les mélanger pour pouvoir le faire? Les gras, pour les acides gras. Mais remarquez qu'on n'a aucun carbs essentiel. Il n'y a aucun glucide essentiel à la vie. Il faut se rappeler de ça. Le sucre n'est pas essentiel à la vie. Donc, ça, il faut essayer de l'éliminer le plus possible, surtout les sodas, tous les trucs d'édulcorants, genre comme aspartame, stevia, toutes ces affaires-là, essayez d'éliminer le plus possible. Fait qu'il faut être le plus naturel possible. Après ça, il faut que vous regardiez votre sommeil, comme on a dit, il faut que vous regardiez votre stress. Puis, une des choses qui est les plus faciles à jouer dessus, c'est le timing de notre bouffe. Fait que peut-être vous dites c'est impossible d'enlever tout le sucre. Peut-être vous vous dites c'est impossible pour moi de ne pas manger des choses qui sont un peu transformées, tout ça. Parfait, on peut jouer sur le timing. En ce moment, on est passé à une moyenne de 6 à 8 repas par jour pour la moyenne canadienne. Quand on remontait avant les années 60, la moyenne, c'était de 2 à 3 repas. Donc, ce qu'on veut faire, ce n'est pas nécessairement une question de restreindre ce qu'on mange, on veut restreindre quand on mange. Parce que ça va restreindre le moment où est-ce qu'on monte notre insuline, puis le moment où est-ce que ça va allonger le moment où est-ce que notre insuline est stable et pas présente en fait. Donc, une des premières choses que vous pourriez faire, puis que Dr. Jason Fung recommande fortement, si ça vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Le Guide complet du jeûne, où est-ce qu'il y a plusieurs protocoles que vous pouvez faire, mais il y a des protocoles, exemple, je me force à manger pendant seulement 12 heures de la journée, fait qu'entre 8 heures du matin, 8 heures du soir, puis comme ça, j'ai un 12 heures où est-ce que je jeûne. Il y en a qui vont le pousser un petit peu plus loin parce qu'ils vont voir qu'ils ont des bons bénéfices, ça permet de perdre du poids, ça permet pour les sportifs de booster leurs hormones aussi, testostérone et hormones de croissance. Exemple, je pourrais manger entre midi et 8, fait que j'ai 16 heures de jeûne. Il y en a d'autres qui vont faire ce qu'on appelle le 5-2. Ça, c'est une tradition d'ailleurs même que les musulmans connaissent très bien. Ce serait exemple de jeûner le lundi et le jeudi pour la religion musulmane, par exemple, où est-ce que leur prophète leur conseille ça. Puis il y a sûrement très raison là-dessus avec ce qu'on arrive à voir justement dans la science. Donc, peu importe que ce soit religieux ou pas, vous pouvez décider de prendre 2 jours dans la journée qui ne sont pas collés, ou est-ce que vous ne mangez pas. Fait que, exemple, le mardi, je finis de manger à 8 heures le soir, fait que ça veut dire que le mercredi, je remange à 8. Après, il peut y avoir des protocoles qui sont un petit peu plus difficiles et qui font peur au début, mais je vous l'ai dit tout de suite, je suis en train de les tester, où est-ce qu'on mange normalement pendant, exemple, 1 mois, puis à la fin du mois, on jeûne de 3 à 7 jours. Quand on commence à dépasser le 48 heures, c'est vraiment là que sur notre système immunitaire, pandémie en ce moment, ce serait peut-être une bonne idée, sur notre système immunitaire, puis nos cellules souches embarquent énormément d'activité, ce qui veut dire qu'après 48 heures, c'est là qu'on a les meilleurs gains. Puis au-dessus de 5 jours, c'est là qu'on a des gains énormes au niveau de la protection de notre masse musculaire. Puis comment est-ce qu'on protège notre masse musculaire? On génère plus d'hormones de croissance. Fait que ça peut être intéressant pour ça aussi. Mais si ça vous intéresse, vous avez le temps en ce moment. Fait que lisez le livre Guide complet du jeûne où est-ce qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi et calé là-dedans qui va vous l'expliquer avec les protocoles à suivre. Fait que si on résume, dans le fond, Obesity Code, ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est que même si ça paraît logique, bouger plus, manger moins, c'est pas vraiment la solution. Pour que quelqu'un ait l'énergie de bouger plus, il faut qu'on baisse son insuline pour qu'il puisse utiliser son énergie. Comment est-ce qu'on peut baisser son insuline? C'est parce qu'on mange, c'est comment on dort, c'est notre stress, puis c'est le timing de nos repas. Puis au début, vous ne pouvez peut-être pas jouer sur tout, mais vous pouvez choisir une chose sur laquelle vous pouvez commencer à avoir un impact positif. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'on veut s'éloigner énormément de la résistance à l'insuline. Parce que quand on commence à devenir résistant à l'insuline, c'est la voie vers la maladie, c'est la voie vers le diabète de type 2. Et c'est dramatique parce que ça va être de plus en plus difficile pour nous de redevenir sensibles à l'insuline. Comment est-ce qu'on fait pour redevenir sensible à l'insuline ou avoir une sensibilité adéquate à l'insuline? Bien, on s'entraîne. Ça nous aide à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que je vous mets des workouts maison. Et on peut utiliser le jeûne si ça nous tente, surtout si on est déjà résistant. C'est une des façons les plus faciles. Puis si on n'est pas résistant, bien, on peut s'assurer d'essayer de manger le moins transformé possible, réduire notre stress et bien dormir. Quand il y a quelqu'un qui essaye de perdre du poids, faites attention au jugement. On a tous déjà été
on s'est tous déjà fait prendre à le dire ou verbalement ou dans notre tête que si quelqu'un a du poids à perdre, c'est sûrement parce qu'il est un peu faible mentalement. Surtout quand les gens réussissent à perdre un petit peu de poids. Le bon vieux truc que toutes les diètes fonctionnent pendant à peu près 1 an. Toutes les diètes qu'on fait, juste réduire les calories, ça va fonctionner pendant à peu près 1 an. Sauf que qu'est-ce qui se passe après? Comme on a vu, c'est que notre métabolisme baisse, ce qui fait que même si on mange la même chose, notre diète encore, notre métabolisme est redescendu. Pourquoi? Parce que notre corps fight pour être capable de remonter au poids où est-ce qu'il était. Puis qu'est-ce qui se passe assez souvent quand c'est quelqu'un qu'on connaît? On a tendance à blâmer cette personne-là. Puis c'est ce que les médecins, Dr. Jason Fung en parle, c'est pas moi qui dis ça, ont fait pendant très longtemps. Ils disaient, je vous ai donné la diète, vous l'avez juste pas bien fait. On blâme le client, on blâme la personne qui est malade, on blâme la personne qui est grosse pour pas avoir la force mentale de suivre la diète. Fait que faites attention avec ça parce que c'est pas une question de force mentale, c'est une question qu'on leur fait pas manger la bonne chose, puis c'est une question que leur insuline est trop élevée, puis physiologiquement, ils regagnent du poids. Fait que ça, c'est quelque chose où est-ce que vous pouvez définitivement apporter du support, mais apporter aussi la connaissance de pourquoi ça fonctionne. Pas juste parler, ben oui, tout le monde le sait, c'est une diète yo-yo. Donnez-leur le livre, faites-leur l'explication de c'est quoi la résistance à l'insuline, c'est pourquoi leur métabolisme baisse, qu'est-ce qu'ils pourraient manger, est-ce qu'ils pourraient essayer de jeûner, qu'est-ce qui fonctionnerait dans leur vie pour être capable de s'améliorer dans la direction qu'ils veulent.